Bonsoir à tous. Nous sommes en compagnie ce soir de 3 experts qui vont nous parler de l'impact de l'intelligence artificielle et de la cybercriminalité sur la protection des données à caractère personnel. Des systèmes naissants avec lesquels il faut désormais compter dans notre vie quotidienne pour être au rendez-vous de la haute technologie. En effet, il est loisible d'entendre parler ça et là de l'intelligence artificielle sans qu'on ne sache exactement de quoi il s'agit, notamment dans nos pays où la technologie numérique est véritablement en retard, ce qui nous expose à toutes les attaques des cybercriminels qui utilisent les outils numériques pour nuire aux citoyens et même le gouvernement. Pour parler de ce sujet combien si important, nous avons convié sur ce plateau 3 experts qui vont nous édifier sur les systèmes de l'intelligence artificielle et la cybercriminalité. Une initiative de la haute autorité à la protection des données à caractère personnel qui a produit un document sur l'impact de l'intelligence artificielle et la cybercriminalité sur la protection des données à caractère personnel. Un outil d'aide à la décision pour les différents responsables administratifs et politiques de notre pays. Et comme invité, nous avons Maman Lawal Bari Mamoudou, magistrat, docteur en droit public, directeur de la protection des droits et sanctions à la haute autorité de protection des données à caractère personnel. Dr Barkawi Mansour, directeur général de la société Geomins Africa et président de la communauté d'intelligence artificielle du Niger, et M. Abdou Malan Garba, juriste et spécialiste en droit et gestion d'éthique. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de l'intelligence artificielle et la cybercriminalité qui préoccupent énormément les citoyens et même les gouvernements qui font face à toutes sortes de menaces pour garantir une meilleure protection de leurs données personnelles. C'est quoi l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on entend par cybercriminalité de nos jours? Comment lutter efficacement contre cette cybercriminalité qui constitue un véritable fléau dans notre société? Qu'est-ce que les pouvoirs publics doivent faire pour protéger les citoyens et les institutions de l'État face à cette menace de plus en plus grandissante? Ce sont là quelques sujets de préoccupation qui feront l'objet de ce débat. Il faut noter la présence de quelques étudiants de l'École supérieure des communications électroniques et de la Poste qui sont avec nous et qui sans doute auront quelques questions à poser à nos experts. Pour entamer ce débat, cette question, c'est quoi l'intelligence artificielle et la cybercriminalité? Docteur Bari, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, avant d'entamer mon propos sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle et la cybercriminalité, j'aimerais remercier la HAPDP, plus particulièrement le président de la HAPDP, pour cette initiative louable. Et je remercie également M. Tiemongo, conseiller spécial du président de la République. Votre présence aujourd'hui témoigne pour nous comme indicateur de l'intérêt que les plus hautes autorités de notre pays portent sur la question du numérique, mais plus exactement sur la protection des données à caractère personnel parce qu'on est dans un contexte de refondation. Cela dit, sans tarder, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Au terme de l'article 1er de la loi sur la protection des données à caractère personnel, notamment la loi 2022-59 du 16 décembre 2022, c'est un ensemble de sciences, de théories techniques dont le but est de reproduire par une machine des capacités cognitives d'être humain. Autrement dit, c'est un procédé logique et automatique reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches définies. Donc, tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification, etc. Donc, pour être plus précis, l'intelligence artificielle regroupe 3 grandes catégories. Il y a d'abord les approches d'apprentissage automatique, les approches fondées sur la logique et les connaissances, les approches statistiques et les méthodes de recherche. Je vais sans doute me faire compléter par les experts présents sur le tableau. Parlons maintenant de la cybercriminalité. C'est toute activité illégale qui a lieu sur un réseau de communication électronique, notamment par l'utilisation d'un système d'information ou de systèmes Internet. La cybercriminalité inclut entre autres le piratage, le vol de données,
l'usurpation d'identité, les traitements des questions malveillantes de données à caractère personnel. Donc, en somme, elle se caractérise par l'utilisation des technologies numériques pour nuire aux citoyens, donc activités illégales et souvent diverses formes. Et aujourd'hui, on voit avec l'avènement du numérique dans tous les domaines comment les actes criminels sont mis à profit, le recours à la cybercriminalité pour parfois mettre à mal la cohésion sociale, les actes qui tendent à faire du Niger un et indivisible, un pays émergent, etc. Donc, pour résumer, c'est ça la cybercriminalité et l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Merci, merci docteur. Docteur Markaoui, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous avez ajouté, hein? C'est quoi l'intelligence artificielle et la cybercriminalité selon vous? Bonsoir, monsieur le conseiller. Tout d'abord, je tiens également à remercier la HAPDP pour cette initiative louable qui permet effectivement de sensibiliser le public sur c'est quoi l'IA effectivement et justement d'aller vers une protection des ensembles des différentes données à caractère personnel. Alors l'intelligence artificielle comme l'a défini le prédécesseur, on n'a pas vraiment une définition assez figée, mais en termes de complément, ce que je peux ajouter, c'est que c'est tout simplement un ensemble de technologies qui permettent à des machines d'imiter ou de reproduire des capacités humaines. Donc quand je dis machine, ça peut être des algorithmes, ça peut être des robots. C'est quoi ces capacités humaines-là? Là, on parle par exemple de la perception, du raisonnement, de l'apprentissage et de l'action. Quand je dis perception, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a des IA, des algorithmes capables de faire des reconnaissances faciales. L'exemple, c'est que beaucoup utilisent les iPhones pour verrouiller leur téléphone en utilisant donc leur image, sans savoir qu'ils sont en train déjà de partager leurs données à caractère personnel indirectement. Et également, il y a des voitures autonomes, toujours dans la catégorie perception. On a des voitures autonomes qui arrivent à conduire sans avoir en fait de conducteur. Sans un chauffeur. Sans un chauffeur. Et comment elles le font? C'est à travers la perception. Ils ont des capteurs intégrés au niveau du véhicule qui arrivent donc à savoir que ici c'est un passage piéton, ici on a un panneau de signalisation qui dit stop, ici c'est un feu rouge. Donc, il y a cette perception qui est là. Il y a déjà des IA et c'est une réalité. Et pour le raisonnement, c'est qu'aujourd'hui, on a des IA capables d'imiter en fait le raisonnement humain. C'est-à-dire, on a des chatbots aujourd'hui. Quand tu discutes avec ces chatbots, tu n'as même pas l'impression que tu parles à un algorithme. Tu n'as même pas l'impression que tu parles à une machine. Donc, c'est comme si tu parles à un humain. Et il y a l'apprentissage aussi. Donc, on peut entraîner des données, que ce soit dans le domaine agricole, sanitaire, pratiquement dans beaucoup de domaines, entraîner des modèles qui seront capables en fait de produire des résultats. Ça peut être des prédictions, ça peut être, c'est-à-dire apprendre l'algorithme à distinguer c'est quoi, lui c'est un humain, lui c'est une voiture, lui c'est un animal. Et il y a l'action en fait. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des IA agents, donc des agents IA, qui sont capables donc de prendre le contrôle de votre ordinateur par exemple pour envoyer des emails, pour gérer toutes vos pages, par exemple les réseaux sociaux souvent par exemple. Donc c'est des agents qu'on programme pour vraiment prendre le contrôle et exécuter des tâches. Donc souvent des tâches physiques mais aussi des tâches numériques. Donc, en gros, en fait, c'est ça l'intelligence artificielle. Ces machines essaient de reproduire les capacités humaines dans ces différentes catégories que je viens d'énumérer. C'est ça. Pour la cybercriminalité, bon, il a également donc, dit l'essentiel, mais je pourrais ajouter le fait, la catégorisation, c'est que souvent, ces personnes mal intentionnées essaient d'utiliser des ordinateurs ou des téléphones pour essayer de s'attaquer à des systèmes informatiques. Donc, notamment le piratage, comme il a dit, les logiciels espions, les logiciels malveillants ou les ransomware.
Mais également, il y a la catégorie, donc, comment on appelle ça, l'infraction liée au contenu. Souvent, on voit des personnes, on fait des usurpations de leur identité, on fait, disons, comment on appelle ça, la divulgation des données sensibles, la conduite à la haine ou bien propager des actes terroristes. Tout ça, ça fait partie en fait des infractions liées au contenu. Mais vous avez également la dernière catégorie qui est l'escroquerie, dont on a le plus souvent fréquent ici au Niger, qui consiste au vol des données des personnes ou bien, par exemple, au vol d'identité de la personne ou bien surtout les données personnelles. Je finis en donnant un exemple. On a l'habitude de voir sur les groupes WhatsApp, souvent on dit il y a tel opérateur qui propose des gigas gratuitement. Pour maintenant bénéficier de ces gigas-là, vous êtes obligé de renseigner, de mettre vos données, nom, prénom, âge, lieu, etc. et vous partagez dans d'autres groupes. Si vous le faites, vous pensez avoir ces gigas, mais en réalité, cette personne a juste besoin de vos informations-là. Et maintenant, pour pouvoir les utiliser. Donc, juste pour le compléter, voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Malamdou, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter à côté déjà de ce que les deux experts ont développé? Bonsoir, monsieur Abdoulaye. Bonsoir. Je voudrais m'associer aux autres experts pour en tout cas remercier la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel pour avoir initié en tout cas cet atelier numérique ou cette conférence numérique afin d'édifier en tout cas la société de manière générale et particulièrement la jeunesse qui constitue véritablement les utilisateurs les plus en tout cas sollicités de cette technologie pour connaître véritablement ses impacts tant du point de vue positif que du point de vue négatif. Je remercie également la RTN qui s'est associée quand même à cette initiative et qui permet de porter quand même le signal en tout cas partout au monde pour faire connaître en tout cas cette problématique donc de l'intelligence artificielle. D'accord. En ce qui concerne la définition de ces concepts, je dois dire que d'abord par rapport à la définition de l'intelligence artificielle, il n'y a pas une définition universelle, unanimement convenue. Pratiquement tous les cadres juridiques ou les organisations ou les États ont essayé de leur manière, en fonction de leurs objectifs politiques, de définir véritablement cette notion d'intelligence artificielle. Il faut dire qu'il y a plusieurs organisations qui ont déjà pris le devant par rapport à cette problématique, notamment l'OCDE, notamment l'UNESCO, mais également l'Union européenne qui ont déjà défini toutes ces notions d'intelligence artificielle, mais également donc, de cybercriminalité. Pour ce qui concerne le Niger, je pense que la première définition, en tout cas qui a été consacrée par le législateur, c'est celle qui se trouve dans la loi 2022-59 relative à la protection des données à caractère personnel, qui vient d'être rappelée par Dr Barry, donc, qui dit tout simplement par intelligence artificielle, donc toutes ces sciences, ces technologies ou ces théories qui ont pour but véritablement donc, de reproduire par une machine donc, tout ce qui concerne les comportements ou les capacités cognitives d'un être humain. Bref, véritablement l'intelligence artificielle, c'est cette manière pour une machine, pour un robot ou pour un ordinateur, et comme le docteur Barkaoui l'a dit, même pour un algorithme, véritablement d'être en mesure de reproduire ou de produire véritablement tout ce qui a comme capacité de réflexion, de planification, de création qu'un être humain est appelé véritablement à faire. De manière plus générale, il ressort des différentes définitions donc, de l'IA, 4 éléments. Le premier élément, c'est qu'il s'agit véritablement d'une technologie. Le deuxième élément, il s'agit d'une forme d'autonomie, soit de produire ou de reproduire un comportement, ou une action qui est habituellement faite par un homme. Troisièmement, la présence d'un être humain, parce qu'il y a ce qu'on appelle des données d'entrée. Il faut nécessairement mettre des données pour que cette technologie puisse marcher. Et enfin, le quatrième élément, ce sont les effets ou les résultats. Donc les objectifs qui sont visés à travers un système d'intelligence artificielle. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne donc, la notion donc, de l'intelligence artificielle. Maintenant, par rapport à la cybercriminalité, là également, il faut dire qu'il n'y a pas une définition standard universelle
en tout cas à travers les différents instruments juridiques, soit internationaux ou nationaux, on sent qu'il y a quand même une différence. Mais là où les définitions se convergent, c'est que la cybercriminalité peut être entendue comme les infractions pénales qui peuvent être portées donc sur les systèmes d'information de manière générale, ou également se servir donc de l'outil numérique pour pouvoir commettre une infraction. Autrement dit, il y a deux catégories, donc, si on peut le dire, d'éléments de la cybercriminalité. Il y a ce qu'on appelle la cybercriminalité aspécifique. Là, ce sont des infractions de droit commun pénal, donc qui sont commises au moyen donc, de ces technologies numériques. Et vous avez de l'autre côté la cybercriminalité spécifique, où c'est l'outil numérique qui constitue véritablement la cible véritablement de toutes ces infractions, de toutes les infractions. Ça peut être porté sur un système d'informatique, tout comme ça peut être porté sur des données qui sont stockées dans ce système informatique. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces deux notions. D'accord, merci, merci Malam Abdou. Et on va avancer. Quels sont les défis aujourd'hui en matière de l'intelligence artificielle pour le Niger? Mais avant, je veux profiter, M. Barry, d'expliquer un peu c'est quoi les données personnelles, parce que souvent, il faut le dire, souvent on dit données personnelles, mais il faut expliquer c'est quoi exactement pour que les gens comprennent. C'est quoi les données personnelles? Merci. Avant de répondre à la question. Voilà. Merci beaucoup. Les données personnelles ou données à caractère personnel en fonction de la législation, c'est-à-dire c'est toute information qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement, soit son nom, prénom, etc., ou bien l'usage par son numéro de téléphone, que ce soit le numéro matricule, le numéro de compte bancaire. Donc, c'est toutes ces données qui constituent des données personnelles ou à caractère personnel. À caractère parce qu'ils ne sont pas liés directement à la personne, c'est-à-dire c'est un ensemble d'indices mis ensemble permettent de partir ou d'arriver à l'identification de la personne. Donc c'est ça qu'on appelle données personnelles. Et ce sont des données aujourd'hui qui sont très importantes, malheureusement que nous ne comprenons pas et que nous négligeons, que nous laissons partout où nous passons sans y prendre garde. Et nous créons des vulnérabilités pour nous-mêmes dans nos vies, que ce soit dans nos foyers respectifs et également dans le cadre de nos services, mais au-delà même du service, dans le cadre plus global sur le plan national. Et c'est aujourd'hui qu'on voyez, c'est devenu une denrée ou une donnée, comme on appelle ça, l'or noir en quelque sorte du numérique. C'est-à-dire chaque fois quand vous prenez votre téléphone, vous décidez de mettre en place une application, on va vous demander est-ce que vous permettez l'accès à vos contacts, à ceci, à cela. Cela n'est pas gratuit et ce n'est pas fortuit. C'est pour utiliser ces données, pour voir comment vous agissez, comment vous vous comportez et souvent vous mettre en place des produits ou bien déterminer déjà vos différents agissements, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Et souvent, on voit que ce sont des questions transversales. Aujourd'hui, la donnée est devenue tellement centrale qu'on dit que la personne humaine est devenue un faisceau de données interconnectées, vivant sous le regard permanent des administrations publiques comme des administrations publiques qui récoltent toute forme de données sur elles. Et aujourd'hui, la question est encore plus problématique en Afrique parce que la question de la vie privée est souvent duliée. Aujourd'hui, je vais chercher à savoir qu'est-ce qui se passe chez M. Tchemogo, qu'est-ce qu'il fait, comment il se comporte, tout ça là. Et aujourd'hui, avec les données que vous laissez sur les réseaux sociaux, la manière dont vous vivez, on voit comment les gens ne prennent pas garde. Ils exposent toute leur vie sans prendre aucune mesure. Et souvent, ils ne prennent même pas soin de lire les termes et les conditions d'adhésion à ces plateformes numériques. Et vous voyez, maintenant, ça les expose à beaucoup de choses, d'activités criminelles, etc. Voilà, merci. Et pour les défis en matière de l'intelligence artificielle pour le Niger, quels sont ces défis? Les défis sont énormes, ils sont immenses parce qu'aujourd'hui, on a entamé une ère d'émergence d'un Niger nouveau et qu'on est dans un contexte où la technologie évolue plus vite
et qu'il faut que le Niger utilise cette technologie liée à l'intelligence artificielle parce qu'elle a des avantages comme elle a des revers. Ouais. Les avantages, ça peut créer la sécurité, ça peut créer la cohésion sociale, ça peut faire développer beaucoup de secteurs d'activité pour permettre l'émergence d'un Niger nouveau, qu'on soit vraiment à l'ère des technologies de pointe. Mais l'un des principaux défis, c'est la question de la protection des données à caractère personnel, parce que l'intelligence artificielle est consommatrice de beaucoup de données à caractère personnel et qu'il y a lieu de prendre en compte la question des données à caractère personnel dès la conception. D'abord, quand il faut concevoir, qu'est-ce qu'il faut faire comme principe pour garantir le respect des données à caractère personnel. Donc, il faut qu'il y ait le respect du principe de la légitimité, c'est-à-dire que tout traitement de données à caractère personnel reposant sur un système automatisé ou d'intelligence artificielle doit être fondé sur la loi, c'est-à-dire recueillir le consentement des personnes concernées, mais également recueillir l'autorisation préalable de la haute autorité. Au-delà aussi, il va falloir diligenter une analyse d'impact sur la vie privée, parce qu'on laisse beaucoup ces technologies entrer dans nos vies sans que nous nous prenions garde. Aujourd'hui, il suffit de jeter un œil pour voir à travers l'actualité ce qui se passe, comment on divulgue nos données, comment on utilise souvent des machines pour s'insulter, pour insulter les autorités, pour insulter X ou Y, etc. Donc, il y a lieu vraiment de protéger et surtout de légiférer sur la question, parce que la question, je veux me faire compléter par d'autres, la question, le domaine est assez vite, excepté la loi sur la protection des données à caractère personnel qui a parlé de l'intelligence artificielle. Nous n'avons pas de législation ou de stratégie spécifique à l'intelligence artificielle. Donc cela peut constituer un défi majeur. Et l'intelligence artificielle aussi peut être utilisée pour accéder à des infrastructures critiques, à des infrastructures de défense, etc. Donc il y a des côtés positifs, il y a des côtés moins, je ne veux pas dire négatifs, mais moins pour un peu... Merci. Ménager mon ami Barkawi, qui est président de la communauté de l'intelligence. Je veux dire donc moins positif, disons, voilà. Merci, docteur Barkawi. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ces défis en matière de l'intelligence artificielle? Oui, avant d'aboutir sur les défis, j'aimerais juste aussi rebondir sur les données là. Parce que, par la définition en tant que telle, c'est quoi? Parce qu'il a tout dit. C'est ça. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est plutôt la manière dont on contribue à les divulguer sans même le savoir. Souvent, on installe des applications sur nos téléphones, sur même les ordinateurs, et on ne prend pas le temps, comme il dit, de lire les conditions, en fait, les termes d'utilisation. Et souvent, il y a des messages cachés. Pourquoi, quand on regarde ces termes de conditions, là, c'est toujours des tests kilométriques? C'est justement parce qu'ils savent qu'on n'aime pas lire. On n'aime pas lire. On n'aime pas lire. On n'a pas la patience d'aller jusqu'au bout. Jamais. D'accord. Et donc, ils profitent de ça pour cacher des lignes comme quoi ils ont accès à vos données et ils peuvent les publier. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est aussi le fait que souvent, par exemple, lors de la création d'un compte Facebook, Twitter, YouTube, on se met à mettre toutes nos informations qui sont 100% correctes. Nom, prénom, date et lieu de naissance, avec nos images. Et là, souvent, tu te retrouves avec la même personne. Il suffit que je prenne votre nom, votre photo. Il y a déjà toutes ces informations-là. Je peux créer un compte. Et je commence maintenant à créer des fausses informations sur vous. Ça nous ramène à la cybercriminalité. Je crée des fausses informations. Je dis qu'un tel a dit ceci, cela. Et on ne sait même plus est-ce que c'est lui ou c'est pas lui. Donc, faisons attention quand on se lance dans des applications. Faisons attention quand on partage nos données, on les laisse n'importe comment. Et pour les défis au Niger, pour l'IA, je pense que
il y a une urgence parce que... Il y a une urgence. Il y a une urgence. Pourquoi je le dis? Souvent, le Niger a toujours tendance à être, disons, un peu en dernière position. En marge. En marge, si on veut, parce que dans la sous-région, beaucoup de pays essaient de faire les efforts pour se mettre au même rang que, comment on appelle ça, les autres. Un exemple concret, aujourd'hui, le défi, c'est qu'on peut facilement être exclu des grands débats à l'échelle africaine ou sous-régionale. Parce qu'au Niger, si on n'a pas une stratégie, on n'a pas un cadre juridique, comment on peut inviter un pays comme ça à participer à des grands débats continentaux ou même, disons, à l'échelle africaine ou à l'échelle internationale? C'est juste. Donc, il y a le défi juridique qui est là. Il nous faut placer, en fait, des modalités, des stratégies qui vont nous permettre d'orienter où on veut aller en fait avec cette IA. Comment l'exploiter et comment l'utiliser, comment réglementer cette IA-là. C'est ça. Le deuxième défi qu'on peut citer aussi, c'est le défi d'infrastructure. On parle de IA, mais sans données, en fait, il n'y a pas d'intelligence artificielle. L'IA, elle est basée sur des données, que ce soit des données à caractère personnel, que ce soit des données sur l'agriculture, la santé, l'environnement, il y a toujours aspect données qui est là. Donc, il faut qu'il y ait en fait une décentralisation d'accès à des données. Il y a des données, disons, sur le Niger qui doivent être ouvertes. Aujourd'hui, je suis un étudiant, j'ai besoin de certaines données dans les cadres de mes recherches. On ne doit pas restreindre ces données-là. Si j'ai besoin des données statistiques sur le Niger, ça ne doit pas être un frein. Il faut qu'il y ait une convention, par exemple, entre l'institution qui gère les données statistiques et les établissements. Donc, que ces données-là soient utilisées uniquement dans le cadre de l'étude en tant que telle. Donc, il faut qu'il y ait une décentralisation d'accès à ces données. S'il n'y a pas une décentralisation, c'est quoi le problème? C'est que on ne pourra pas nous-mêmes développer nos propres algorithmes. On ne pourra pas nous-mêmes développer nos propres réalités basées sur l'intelligence. Aujourd'hui, on veut créer des chatbots basés sur des langues locales, le Hausa, le Zarma, par exemple le Touareg, mais il n'y a pas souvent des pays qui parlent Zarma. Il n'y a pas souvent des pays qui parlent le Touareg. Donc, il faut qu'il y ait des bibliothèques nationales qui permettent, disons, à des personnes qui ont la capacité d'accéder à ces données-là. Souvent, c'est des choses simples. Comment on dit bonjour en Hausa? Comment on dit où est-ce que tu vas en Hausa? Et c'est ça qu'on prend pour entraîner des chatbots. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une décentralisation des données. Et là, c'est un cri de cœur aux décideurs parce que moi, j'étais étudiant, j'ai beaucoup souffert l'accès à ces données-là. Je pense que beaucoup ici en souffrent également. Bien sûr, bien sûr. Il y a également, toujours côté infrastructure, on a l'accès à l'énergie stable. Donc, on le sait, il n'y a pas besoin de reparler sur l'accès à une électricité stable, l'accès à des connexions Internet, parce que toujours, cette IA-là, elle a besoin d'être entraînée. Pour l'entraîner, il faut Internet. Pour Internet, il faut la mettre à disposition en fait, du public qui va le faire. Et aujourd'hui, on dit oui, on a Starlink qui est là. Mais est-ce que tout le monde a la capacité de faire un abonnement mensuel de 32 000 par mois? Donc, si on n'a pas cette capacité, il faudrait donc au niveau des établissements qu'il y ait, comment on appelle ça, des zones Wi-Fi qui ne seront utilisées que dans le cadre de recherche. On peut bloquer tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, YouTube, TikTok, on peut les bloquer. Quand tu viens te connecter sur le réseau, ce n'est pas possible. Tu ne peux que faire des recherches, tu ne peux que faire tout ce qui est vraiment recherche-développement. Donc, il faut mettre des cadres comme ça pour permettre les recherches scientifiques. Il y a également l'aspect, comment on appelle ça, souveraineté. On parle toujours des données, mais ces données-là, il faut les stocker en fait. Et c'est ça qui nous ramène à des serveurs, à des data centers, à des clouds. Il faut qu'il y ait une souveraineté nationale dans le stockage de ces données-là. Aujourd'hui, je prends un exemple. On a des FDS à DIFA
qui ont identifié des comportements potentiels de certains terroristes et qui veulent envoyer cette information à Niamey. Ouais. Quel canal ils vont utiliser? C'est ça. Si c'est des canaux comme, je ne sais pas, des messageries de Gmail, de Yahoo qu'ils vont utiliser pour envoyer, ça peut être facilement décrypté par l'opérateur parce que ce n'est pas notre plateforme. Bien sûr. Donc facilement, ça peut être déchiffré et c'est comme ça qu'on arrive à dire que cet État-là, il est en train de faire ceci, cela. Mais si nous-mêmes, on a notre propre manière de créer des clouds, de créer en fait des systèmes de messagerie interne, ça permettra de garder cette confidentialité-là à l'échelle. Et c'est possible? Bien sûr, c'est possible parce que peut-être on va y en arriver. Actuellement, il y a beaucoup de startups qui arrivent à créer des data centers locaux, qui arrivent à créer des manières de stockage. Mais malheureusement, on a toujours tendance à penser que c'est les personnes qui sont à l'extérieur qui font mieux que les personnes qui sont localement. Et là, c'est malheureusement, et on est souvent déçus de ce qu'ils font, les personnes qu'on amène, et on se rend compte qu'on aurait dû utiliser l'expertise locale. Peut-être je peux terminer pour les défis aussi en disant, en termes de formation, aujourd'hui, pour faire toute cette IA-là, il faut un expert. Il faut des personnes qui ont le savoir. Où on va puiser ces personnes-là? Donc, il faut qu'il y ait des centres de formation, il faut qu'il y ait des établissements qui forment des personnes dans le domaine en tant que tel. Et pas des formations de genre, on fait des modules de 10 heures, 20 heures pour dire qu'on a fait l'IA. Il faut qu'il y ait des formations vraiment 100% pleines, c'est-à-dire un niveau d'ingénierie, un niveau de technicité plein où on sait que vraiment, voilà, on a formé quelqu'un dans le domaine et qui est capable de répondre surtout aujourd'hui quand on a une attaque. Oui. Il faut des experts nationaux, on ne va pas appeler un expert d'étranger pour venir nous répondre à une attaque. Tout à fait. Donc il faut former ces personnes-là à savoir concevoir en fait des solutions locales et comment en fait se protéger contre... voilà, je ne veux pas être assez long, mais les défis sont énormes quand même. D'accord, merci docteur. Merci. Oui, voilà, Abdou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ces défis? Merci, Tchemogo. Voilà. En fait, avant d'aborder les défis, je voudrais quand même un peu revenir sur la question donc, des données à caractère personnel. D'accord. Ce que je voudrais ajouter, au-delà donc de la définition que M. Dr Barry a donnée, il faut dire qu'il y a plusieurs catégories de données à caractère personnel. D'accord. Vous avez surtout d'abord les données nominatives. Que vous connaissez, nom, prénom, âge, lieu de naissance, etc. etc. Ça, c'est les données, en tout cas, qui sont exposées au quotidien, si on peut le dire, que ce soit à l'école, que ce soit à l'état civil, que ce soit dans les services publics. Maintenant, vous avez une deuxième catégorie qu'on appelle les données alphanumériques. Par exemple, le numéro d'identification d'immatriculation de votre véhicule, votre numéro matricule à la fonction publique, etc., etc. Donc, ce sont des données qui, de manière indirecte, permettent véritablement d'identifier une personne. Vous voyez généralement le policier qui se trouve sur le rond-point, s'il y a une infraction donc au cours de la route, son premier réflexe est de prendre le numéro d'identification du véhicule ou de la moto. Parce qu'il sait qu'à travers ce numéro, il va sans doute identifier véritablement en tout cas le fautif. C'est ça. Troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle surtout les empreintes numériques. Et c'est là où c'est véritablement très nombreux. Ah oui. Et parce que chaque jour que Dieu fait, nous sommes en train de naviguer sur Internet, nous sommes en train de communiquer nos données à caractère personnel sur Internet et éventuellement d'autres sont en train de communiquer nos données à caractère personnel sur les réseaux sociaux, sur les systèmes d'information à notre insu. Et c'est ça qui fait en sorte que véritablement tout l'enjeu aujourd'hui de la donnée, le fait que la donnée est devenue aujourd'hui une ressource stratégique dans le domaine par exemple du commerce électronique, fait en sorte que toutes ces plateformes qui sont sur l'acronyme GAFAM, Google, Amazon, Facebook ou bien Microsoft, sont en train de collecter. Et aujourd'hui, quand vous prenez des plateformes comme Google ou comme Facebook, l'essentiel de leur chiffre d'affaires, c'est véritablement sur les données à caractère personnel, particulièrement sur la publicité. Aujourd'hui, si vous voulez faire une recherche sur Google, qu'est-ce que vous payez? Vous ne payez rien. Mais en contrepartie,
les logs, les données de saisie que vous allez faire, les données d'identification que vous allez mettre, c'est ça qu'ils vont collecter, créer un profil commercial, un profil marketing pour pouvoir véritablement les revendre à des sociétés de marketing, de communication et autres. Voilà tout l'intérêt aujourd'hui de la donnée. Elle est devenue une ressource stratégique, une ressource importante pour tout ce qui concerne véritablement le commerce dans le numérique. Et c'est pour cela aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle les data brokers. Ce sont des spécialistes, on les appelle des courtiers en données, qui sont là véritablement pour pouvoir véritablement acheter d'une manière ou d'une autre, ou acquérir d'une manière ou d'une autre les données à caractère personnel pour pouvoir les traiter, les analyser et pouvoir donc créer des profils pour pouvoir profils consommateurs pour pouvoir les vendre. D'accord. Maintenant par rapport aux défis. Aux défis, voilà. Je pense que je vais m'inscrire dans l'analyse en tout cas des deux intervenants. Le défi de manière globale pour le Niger en ce qui concerne l'IA, c'est le défi de gouvernance. C'est véritablement le défi de gouvernance. Il faut que le Niger puisse se doter d'une stratégie nationale en matière d'IA pour se donner des orientations véritablement politiques avec des objectifs bien déterminés. Il faut que le Niger sache qu'est-ce que l'IA va apporter pour ma population, pour ma société, pour ma jeunesse. Il faut véritablement le définir au risque véritablement d'être des consommateurs véritablement de cette technologie. Et également, toujours dans cette gouvernance, ils l'ont déjà dit, il faut nécessairement qu'il y ait un cadre juridique. L'IA, c'est une technologie véritablement à risque, ou je dirais même à haut risque. Il y a des risques qui sont inacceptables, des risques qui sont, des risques qui sont de très haut niveau, mais il y a également des risques limités. Et tout ceci mérite véritablement un encadrement pour faire en sorte que cette technologie puisse être une technologie qui va contribuer véritablement au développement socio-économique du Niger. Troisième aspect, toujours dans cette gouvernance, c'est le développement des compétences. Et là, le Dr Barkaï l'a dit, véritablement tout ceci, on ne peut avoir de cadre stratégique, de cadre de réglementation tant qu'on n'a pas de compétences nécessaires pour pouvoir piloter, si on peut le dire, l'évolution et le développement donc, de cette technologie. Il faut nécessairement qu'on forme les gens. Et c'est en cela que je salue l'École supérieure de communication électronique et la Poste, qui a déjà un master spécialisé intelligence artificielle, big data et également cybersécurité. Je pense qu'ils ont déjà pris le devant. C'est quelque chose à saluer et véritablement à renforcer. L'autre aspect qu'il faut également, par rapport donc à cette intelligence artificielle, c'est surtout les infrastructures. Les infrastructures, d'accord. Il faut nécessairement développer des infrastructures. On ne peut pas aujourd'hui parler de souveraineté numérique tant que nous n'avons pas des infrastructures capables véritablement de faire révolutionner ou de participer à cette révolution donc, de l'intelligence artificielle. Il faut que le commun du Niger ait accès au méga. À un méga, permettez-moi l'expression, comme le disent les jeunes, il connaît véritablement un accès au méga, à un prix véritablement abordable. Il faut que véritablement le haut débit ou le très haut débit soit démystifié au Niger. Il faut que le commun du Niger puisse accéder véritablement à ce haut débit. Sinon, véritablement, nous allons passer en marche donc, de cette révolution donc, de l'intelligence artificielle. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment par rapport à cet aspect. Merci, M. Malomorge. Avant de continuer, peut-être on va permettre au public, s'il y a des étudiants qui veulent poser quelques questions avant de continuer. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup, cher expert, pour la pertinence déjà et aussi pour ce sujet de qualité. Je suis Boukari Kanda Mamadou, je suis président national de l'association nigérienne de lutte contre la cybercriminalité. Et je suis diplômé déjà en licence dans le domaine de la cybercriminalité à l'université de Dosso. Je remercie beaucoup la HAPDP pour cette très belle initiative. Et ma question est la suivante, sans trop tarder. C'est beaucoup plus comment on appelle le fléau. Quelle solution pour le fléau de la cybercriminalité? D'accord. Quelle solution pour le fléau de la cybercriminalité? D'accord. Et la deuxième question, c'est que nous avons déjà un pôle qui est là. Un pôle qui a été initié à l'université de Dosso, un domaine qui lutte contre déjà la cybercriminalité. Et je pense que nous sommes actuellement à la 9e promotion. Et jusqu'à présent, ces promotions-là n'ont pas eu en tout cas une insertion ou encore peut-être une connaissance même. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a déjà un domaine qui est là, qui lutte contre la cybercriminalité. Est-ce que l'État a déjà prévu peut-être des recrutements pour pouvoir permettre à ce que ces jeunes-là puissent continuer ces sensibilisations? D'accord. Voilà. Donc personnellement, je pense que nous avons à travers notre association
empêché déjà en 2024 plus de 57 discours haineux à travers les réseaux sociaux. Plus de 57 discours haineux. 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 Ok. À travers les réseaux sociaux. Nous avons dénoncé plus de 20 fausses informations. Et ensuite, à travers tout simplement ces mêmes sensibilisations, nous avons empêché plus de 50 cas de harcèlement et de chantage. D'accord. De chantage. Et de chantage. Ah oui, voilà. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'expert ici présent qui a parlé de l'IA. Oui. Et à ce niveau, c'est vraiment une occasion de vous expliquer que nous avons mené un projet qui s'appelle Yaki Damagani. Ce projet a eu déjà à empêcher plutôt à découvrir 45 faux comptes enregistrés sur le compte. Non? Des faux 45 faux comptes. Oui, faux comptes, voilà. Oui, enregistrés sur le compte du président de la République même. Ah oui. Donc, il y a plus de 43 faux comptes enregistrés sur le compte du Premier ministre Lamine Zen. Ouais. Et ce sont des preuves que nous pouvons fournir. Ce sont des investigations que nous avons menées et nous pensons que vraiment il est important d'accompagner des jeunes qui œuvrent dans le même contexte. Merci beaucoup. Vous pouvez rappeler un peu votre association, le nom de votre association? C'est l'Association nigérienne de lutte contre la cybercriminalité. D'accord. Merci. Merci beaucoup aussi. Merci beaucoup. Un autre intervenant? Je me présente au nom d'Ibrahim Maïmamani Abdoulaye, étudiant à Lucas University. Et je vais passer directement à la question. Ma question est la suivante. L'IA étant la crème de la crème aujourd'hui dans l'informatique et l'évolution de la technologie, au fait, est-elle un outil pour bloquer la cybercriminalité ou bien elle peut être dans ces mêmes sens-là un outil pour renforcer cette cybercriminalité-là? Puisque comme on l'a dit, les propriétaires se préparent, mais les voleurs aussi. Donc, telle est ma question. D'accord. Merci. Au suivant. Merci beaucoup. Je me présente au nom de Hamid Tina Abdoulaye, étudiant à SF, ici, Master 1, Réseau et Services Télécom. Ma question est la suivante. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle comme étant l'image de l'homme. La cybersécurité comme celui qui réside dans les activités illégales sur les réseaux sociaux. Maintenant, en tant que haute autorité de la protection des données, quelles sont les limites ou bien l'apport face aux innocents, nous, les autres qui n'arrivent pas à savoir comment protéger les données. Maintenant, comment ASAP arrive à protéger ces données et quelles sont ses limites? C'est là où il ne peut pas, là où il faut au moins que la personne lui-même prenne soin de ces données pour les protéger. Et où est-ce ASAP arrive à protéger lui-même de son côté? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Au suivant. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je me présente, je suis Aminu Yerima, étudiant en master ingénierie de l'intelligence artificielle, ici à l'ECEP. On parle beaucoup d'IA souveraine et tout. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une stratégie qui a été mise en place pour qu'on puisse développer des IA locales? Parce qu'il y a très récemment, au sommet mondial de gouvernement qui s'était tenu à Abu Dhabi, le CEO de NVIDIA avait parlé de... avait fait une intervention là-dessus où il disait qu'aucune nation ne devrait sous-traiter la création de ces intelligences artificielles à une autre. Et quand on parle d'IA souveraine, ça veut dire que ça passe par la collecte de données, le traitement de données tout en local. Donc il nous faut aussi des centres de calcul pour ça. Donc j'aimerais savoir s'il y a une stratégie ou bien il y a, comment on appelle ça, des études qui sont en train d'être faites pour pouvoir aboutir à cela. Donc je vous remercie. D'accord. Bonjour à tous. En fait, j'ai juste deux questions à vous poser. Là, j'aimerais savoir qu'est-ce que le HADP prévoit aujourd'hui pour soutenir les standards en matière de protection des données. Et en deuxième question, avons-nous aujourd'hui une infrastructure pour contrôler les données? D'accord. Merci. Merci. Donc là, on va revenir sur le plateau pour permettre à nos experts de répondre à toutes ces questions. On commence par vous, Madame Adelba. D'accord. Ok, merci. Je vais essayer d'amener certains éléments, en tout cas de réponse. D'accord. Par rapport à certaines questions, et je pense qu'il y a 2 ou 3 questions qui sont posées à la HAPDP. D'accord. Oui, ça, Dr Barry va répondre. Dr Barry va répondre. D'accord, d'accord. Il y a une question, quelle solution pour réguler le fléau de la cybercriminalité? C'est ça. Je pense qu'au Niger, il y a déjà une stratégie en matière donc, de cybersécurité qui a été adoptée en 2022. Et cette stratégie de cybersécurité a prévu tout un ensemble d'actions qui doivent être mises en œuvre pour pouvoir en tout cas contribuer vraiment à réduire ce fléau donc, de la cybercriminalité et cybersécurité. D'accord.
Et je pense que là, il revient aux autorités de tutelle, particulièrement le ministère en charge des technologies de l'information et de la communication, de pouvoir s'investir pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie de cybersécurité et cybercriminalité. Particulièrement en tout ce qui concerne, par exemple, la mise en place d'un centre national stratégique en matière de cybersécurité, mais également d'un CERT, donc d'un centre de réponse aux incidents informatiques, en tout cas qui doit être mis en place. Je pense qu'il y a cet aspect institutionnel qui doit être mis en œuvre. Deuxième aspect, sur lequel il faut mettre beaucoup d'accent pour limiter ce fléau, c'est le développement des compétences à travers les sensibilisations, telles que celles qui viennent d'être initiées par la haute autorité à la prochaine. Tout à fait. Vraiment, il faut qu'on sensibilise le public, qu'on sensibilise la jeunesse, véritablement pour que cette jeunesse ait une certaine culture numérique, une culture de sécurité numérique, pour pouvoir savoir véritablement avoir des compétences et s'y prendre lorsqu'elle est en train donc de naviguer dans le cyberespace. D'accord. L'autre aspect toujours du développement des compétences, il faut nécessairement développer, il faut faire des formations. On l'a déjà dit tout à l'heure, il faut faire des formations diplômantes pour qu'on ait vraiment, véritablement, toute une pépinière vraiment d'experts nationaux en matière de cybercriminalité et cybersécurité. D'accord. Voilà en tout cas les quelques actions que moi je pense qu'il faut véritablement mettre en œuvre. Vraiment, il y a une stratégie déjà, c'est véritablement la mise en œuvre de cette stratégie, je pense, qui n'est pas encore, qui n'a pas été déclenchée. D'accord. Maintenant, il y a une autre question par rapport, il a demandé pourquoi il y a 9 promotions sur la cybersécurité et protection des données qui ont été formées à l'université de Dosso, qui n'ont pas toujours d'emploi. Je pense qu'il y a une perspective. Il y a une perspective du point de vue institutionnel, parce qu'aujourd'hui, du point de vue de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, tout responsable de traitement de données à caractère personnel, c'est-à-dire que toute administration ou toute entreprise ou toute organisation qui traite des données à caractère personnel se doit de mettre en place, de nommer ce qu'on appelle un correspondant à la protection des données à caractère personnel. Je pense que c'est des postes ou des profils qui peuvent véritablement convenir véritablement à ces étudiants diplômés en tout cas de l'université de Dosso et qui sont spécialistes en matière de cybercriminalité et cybersécurité. Je pense que la HAPDP, de concert avec les plus hautes autorités, peut quand même, particulièrement en ce qui concerne l'administration, pour que chaque administration qui véritablement gère un réseau, un système d'information, collecte des données, puisse véritablement se doter véritablement d'un correspondant à la protection de données qui a un profil de ce genre, en tout cas de ce type donc, de formation. Voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse. D'accord, merci Abdou, merci. Oui, docteur Bari. Oui, donc... Merci beaucoup. Moi, je prendrai en charge les questions qui concernent la HAPDP. Donc, la première consiste, quel est l'apport de la HAPDP pour protéger les données à caractère personnel? Juste avant de répondre, je veux un peu rappeler parce que, aux yeux de nos compatriotes, la HAPDP est vraiment méconnue. Elle est méconnue. Elle est méconnue. La HAPDP, elle a commencé ses activités en juillet 2020 et elle a un plan stratégique qu'elle déroule sur 5 ans. La question des données à caractère personnel est transversale et couvre tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas un secteur que vous allez prendre où il n'y a pas la question des données à caractère personnel. Et la HAPDP, conformément à son plan stratégique, a identifié des publics cibles. Et progressivement, elle va vers ces publics. Récemment, le président l'a rappelé tout à l'heure, rien que la semaine dernière, nous avons fait une activité à l'endroit de la jeunesse, donc avec le Conseil national de la jeunesse, pour former les jeunes au niveau régional qui vont être les relais de la HAPDP au niveau départemental, mais également au niveau communal. C'est pour parler juste d'un public cible qui concerne la jeunesse. Au-delà de la jeunesse, la HAPDP s'est intéressée aux banques, elle s'est intéressée aux politiques, elle s'est intéressée aux magistrats, aux forces de défense et de sécurité. Et mieux, actuellement, la HAPDP est en train de mettre en place une certification pour rebondir sur la question de délégué à la protection ou correspondant à la protection des données à caractère personnel, où la HAPDP envisage de former des cadres d'entreprise,
des étudiants, etc. Et rien que cette semaine, il y a 2 jours, la HAPDP était en atelier de validation des curricula de cette certification qui sera une première du genre dans la sous-région et au-delà, c'est-à-dire des autorités, même sœurs, réclament la possibilité de pouvoir participer à cette formation. Vous voyez, une institution qui a été mise en place en l'espace de 5 ans. Et si je prends sur le cadre national, la HAPDP a eu à couvrir presque l'ensemble des régions du Niger. Elle est partie jusqu'à Iferouane. Au-delà, la HAPDP est reconnue sur le plan international et africain. Aujourd'hui, le président de la HAPDP préside le réseau africain des autorités de protection. Et les autorités, même sur le plan africain, qui sont mises en place, demandent à venir au Niger pour s'enquérir de l'expérience de la HAPDP. C'est pour vous dire que l'apport de la HAPDP est hautement important et la HAPDP doit bénéficier de tout l'accompagnement et de toute la confiance nécessaire des autorités. Parce qu'elle fait face aussi à des défis, notamment sur le plan des profils, des compétences, etc. Tout n'est pas parfait, mais quand même, la HAPDP fait du mieux qu'elle peut. Aujourd'hui, nous sommes là, ici, dans le cadre, c'est toujours pour sensibiliser, pour attirer l'attention sur les thématiques des temps nouveaux, comme l'a dit le président, c'est-à-dire la question de l'intelligence artificielle, la question de la protection des données à caractère personnel. Donc, pour continuer sur l'autre question, qu'est-ce que la HAPDP prévoit pour soutenir les startups et autres? J'ai dit, la HAPDP est en pourparlers avec les différents acteurs de l'écosystème du numérique. D'abord, à travers des campagnes de formation, à travers des campagnes de sensibilisation, pour qu'ils puissent comprendre qu'on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas exploiter ou utiliser des données à caractère personnel sans pour autant recueillir l'autorisation préalable de la HAPDP ou bien sans pour autant demander ou faire la déclaration, que ce soit ne serait-ce que dans le cadre des systèmes de vidéosurveillance et autres. Récemment, on a vu une note, je profite de ce plateau pour appeler une note du gouverneur de la région de Niamey qui fait une injonction aux différentes stations de prendre des caméras de service. Mais la mise en place de ces caméras de surveillance doit se faire suivant une déclaration faite à l'autorité de protection des données à caractère personnel pour garantir la protection des données des usagers de ces services publics de stations à travers la mise en place d'un pictogramme et de vérifier aussi l'emplacement de ces caméras pour que ça ne puisse pas déborder le cadre de compétences normales, c'est-à-dire que ça ne puisse pas filmer la voie publique, etc. Donc, vous voyez, la HAPDP, elle fait du mieux qu'elle peut, mais je l'ai toujours dit, elle ne confond pas vitesse et précipitation. La HAPDP ne va pas dire « je veux aller dans tous les domaines en même temps ». Ce n'est pas possible. Elle va aller au fur et à mesure, en fonction de ses moyens, en fonction des priorités, et chaque fois que de besoin, elle va s'intéresser à un public cible et elle va essayer au mieux de sensibiliser. Donc, la HAPDP discute avec ces startups pour les aider à venir se conformer à la loi sur la protection des données. C'est ce que je peux dire. Merci. Docteur, qu'est-ce que vous allez répondre rapidement? Bon, rapidement, donc, il y a une question qui dit si l'IA, l'utilisation de l'IA va renforcer ou bien faciliter justement le développement de la cybercriminalité. Je dirais en fait que oui, la question elle est pertinente. Pourquoi? Parce que ça nous ramène à ce qu'on a dit précédemment. Si aujourd'hui on n'a pas des personnes compétentes pour justement savoir comment on appelle ça, contrecarrer certaines attaques, on n'a pas des expertises qui puissent développer en fait des systèmes
tout ce qui concerne la cybersécurité, c'est normal que l'utilisation de cette IA-là va être néfaste. Oui, bien sûr. Mais si on a des compétences qui sont formées, on a des compétences qui sont amenées à justement savoir comment lutter contre ces attaques-là, comment identifier en amont ce qu'ils font, comme l'association, j'ai beaucoup aimé l'exemple qu'il a donné. Oui, bien sûr. Là, ça montre qu'on a déjà des compétences locales en fait. Bien sûr. Et il faut profiter de cette compétence-là et justement à travers des actions comme ça. Et dans le cas de l'IA, si on a des compétences également, on peut mieux utiliser cette IA-là pour contrecarrer les faux comptes, pour contrecarrer les fausses informations, les deepfakes, etc. Il y a aussi une autre imagination qu'on fait localement au Niger, c'est de penser que quand une nouvelle technologie vient, on ne la connaît pas, on ne s'embarque pas dedans. Et souvent, c'est se mettre face au mur. Parce que, oui, tu ne la connais pas, mais elle ne va pas t'attendre. Elle va continuer son chemin. Tout à fait. Et plus tu ne la suis pas, plus tu te mets en arrière. L'exemple que je vais vous donner, c'est que tout récemment, on a vu beaucoup de deepfakes, c'est-à-dire des fausses informations oui, qui ont été circulées sur le président Donald Trump, sur le président Macron, en leur faisant dire des choses qu'ils n'ont pas forcément dites. Et si localement, on n'a pas des compétences capables d'aller savoir que ça, c'est des deepfakes, ce n'est pas de la réalité, on ne va pas aussi appeler des experts nationaux et internationaux pour venir nous dire que ça, c'est un deepfake. Donc, ça nous ramène en fait à toujours l'expertise locale et il faut exploiter cette IA-là, aller savoir comment, c'est comme on a un arbre, on peut produire une allumette, tout comme on peut produire en fait des tables, etc. Donc, montrer aux gens comment en fait utiliser cette IA-là pour faire du bien et comment aussi utiliser cette IA-là parce qu'elle peut aussi nous aider dans la détection de tout ce qui est deepfake, tout ce qui est fake news, tout ce qui est des processus en fait qui conduisent à la cybercriminalité. Il y a aussi une autre question, si on parle de IA souveraine, est-ce qu'on a une stratégie nationale actuellement? En tout cas, au niveau de la communauté d'intelligence, ça c'est notre objectif principal. Je vais pas trop... Bon, on est en train de voir en fait comment essayer de mettre en place au moins un comité national qui va s'occuper de, disons, la rédaction, bien sûr, de cette stratégie-là. C'est vraiment en coulisses, on est en train de travailler. On a même fait un webinaire avec une experte américaine, donc une certaine Yolanda, qui a contribué dans la mise en place donc, de stratégies d'IA dans beaucoup de pays, comme le Togo, le Bénin, le Rwanda. Donc on a invité cette experte-là aussi à pouvoir nous aider en fait, quels sont les mécanismes qu'on doit suivre au Niger également pour mettre en place la stratégie nationale d'IA pour le Niger. Donc ça c'est à l'échelle, comment on appelle ça, internationale, mais aussi à l'échelle locale. On essaie de voir avec les parties prenantes comment arriver à l'aboutissement donc de cette stratégie-là. D'accord. Voilà, je pense d'une manière Pour votre communauté, là, il y a combien les membres de votre communauté? Il y a combien au total les membres Alors, de votre communauté? la communauté, elle n'est pas aussi grande parce que c'est tout récemment, en novembre 2024, qu'elle a vu le jour. Donc, elle est vraiment tout récente. Donc, à travers des activités qu'on a pu organisé notamment sur la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies géospatiales, justement pour renforcer, sensibiliser, initier des personnes sur tout ce qui est IA, tout ce qui est également cybercriminalité, cybersécurité. Donc, et comment il faut faire pour accéder à cette communauté? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, actuellement, vraiment, il n'y a pas beaucoup de contraintes. C'est vraiment une adhésion simple. Une adhésion simple. Voilà, c'est juste des demandes et puis adhérer à la communauté, c'est tout simplement ça. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre à la disposition, que ce soit des décideurs, des usagers, de la population, des solutions qui vont leur permettre, en fait, de pouvoir jouir en fait comment on appelle ça, des bienfaits de cette IA-là. Et les sensibiliser que oui, il y a le côté un peu, disons,
qu'on ne veut pas dire forcément négatif, mais il faut beaucoup plus aussi voir les opportunités en tant que tel. D'accord, merci. Oui, vous voulez réagir, hein? Vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. Oui, en fait, je voudrais ajouter que relativement à la question sur les startups, peut-être ce qu'il faut déplorer, c'est qu'aujourd'hui au Niger, les startups n'ont pas un statut juridique. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Ah oui. Ils n'ont pas un statut juridique. Et donc, pour véritablement booster, promouvoir ces startups, je pense qu'il faut nécessairement un cadre juridique, institutionnel et également financier. Donc, on crée un certain écosystème institutionnel et financier pour pouvoir accompagner ces jeunes qui sont vraiment dans ces startups. Je pense que c'est là où, en tout cas, les autorités de tutelle doivent se mettre pour élaborer ce statut juridique pour les startups. À l'instar de beaucoup de pays africains où il y a ce cadre juridique qui régit en tout cas la promotion et le développement des startups. D'accord. Voilà ce que je voulais préciser. On va rapidement faire un tour de table avant de finir, parce qu'on a insisté beaucoup sur cette question de formation et des infrastructures. De manière très concrète aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que sans cette formation, sans les infrastructures, on ne peut pas parler quand même de l'IA, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète? Qu'est-ce que l'État doit faire de manière concrète? Voilà. Qu'est-ce que l'État doit faire? Oui, bien sûr. La première, la surtout, réponse, on parle de refondation de souveraineté. Donc voilà. C'est de mettre les moyens. La réponse, elle est simple. D'accord. Concrètement, c'est de mettre les moyens. C'est-à-dire l'État ne doit pas hésiter ou lésiner sur le moyen et autres. Souvent, il sait qu'il y a parfois à déplorer. Oui. C'est-à-dire souvent, c'est qui sont les conseillers et autres au niveau des décideurs, c'est-à-dire deux fois on va dire non, bon, ça c'est pas une priorité. Les conseillers ne font pas leur boulot. Non, j'ai pas dit cela. Je pose la question, moi. Non, j'ai pas dit cela. Ou bien on peut dire bon, ça nous intéresse pas. Au lieu peut-être de faire appel à des personnes ressources pour pouvoir être plus éclairés, c'est-à-dire il l'a dit, tout ce qui est nouveau souvent. Oui. On décide, on va dire Kai, ça ne nous regarde pas ou quelque chose comme ça, on n'est pas concerné et du coup, ça nous met un peu en retard ou bien on va dire c'est pas une priorité, etc. Donc il faut vraiment définir les priorités à travers la stratégie qui a été dit, former les cadres, tout ça là et surtout mettre les moyens parce qu'on parle de refondation, de souveraineté. Voilà. Donc c'est une question et aujourd'hui j'ai l'habitude de le dire. Si on souffre deux fois des chantages et autres, parce que parfois, auparavant, on a trop tendu la main, on a fait tellement confiance aux autres à l'extérieur pour s'occuper de nos propres problèmes internes, qu'avec peu de moyens, souvent, il suffit d'une organisation, nous pouvons relever ce défi. Mais chaque fois, on va vous dire non, on va attendre un partenaire, un bailleur, etc. Avec ces conditions et il nous amène souvent des gens qui ne sont pas qualifiés, malheureusement il faut le dire ici, qui ne sont pas qualifiés et que nous dépassons de loin, mais on préfère toujours faire confiance à ceux qui viennent de l'étranger. Récemment on a vu un moment, je parlais d'une plateforme e-santé où l'élaboration même de la plateforme est confiée à une entreprise étrangère. Et c'était à l'occasion des universités du numérique organisées par l'ANSI. Moi, j'ai pris la parole, j'ai dit non, nous sommes là pour promouvoir la jeunesse nigérienne. Faisons confiance en elle pour nous développer. Il y a des compétences qui sont là pour nous développer des startups, pour nous développer une application qui va permettre de recueillir nos données de santé, des données très sensibles qui engagent notre souveraineté. On va les confier. Ils m'ont dit non, c'est parce que c'est le partenaire. J'ai dit non, on ne peut pas. Dites aux partenaires que nous ne pouvons plus accepter. Heureusement, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une refondation et que le Niger n'est plus celui qu'il était où quelqu'un va venir dicter ses propos et nous dire il va nous imposer. Il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes, en nos capacités, en nos cadres. Et il faut que nous promouvons une éducation de qualité basée sur la rigueur et la compétence. Qu'il n'y ait plus de place à la tricherie, aux magouilles, aux autres. Tout cela. Voilà. Merci. Merci. Oui, docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter oui, cette question de formation de manière très concrète? Voilà. Bon, je risque d'être un peu long. Ah oui? Résumez rapidement alors. D'accord. Parce qu'on est un peu pris par le temps. Voilà. Quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut d'abord se demander où voulons-nous aller.
Quand on sait où on va aller, là, on va se demander maintenant qu'est-ce qu'on doit faire pour y aller là où on veut y aller. On est d'accord. Par exemple, prenons les opportunités que nous offre l'IA. Dans le domaine agricole, aujourd'hui, on peut faire la prédiction des sécheresses. Ouais. Le Niger est un pays souvent attaqué par beaucoup de sécheresses. Tout à fait. Jusqu'à moi, dans ma thèse, j'ai développé en fait une plateforme qui fait le suivi et le monitoring de la sécheresse agricole. En utilisant l'IA, on peut faire la prédiction et anticiper. Dans le domaine agricole, toujours, on peut également faire la détection des maladies, la détection des zones infestées par des ravageurs. C'est ça. C'est des réalités aujourd'hui que vivent nos agriculteurs. Alors qu'on a des solutions capables de pouvoir leur dire cette zone, elle est infestée par des maladies et donc d'orienter rapidement leur traitement vers ces zones-là. Et également, toujours dans le domaine agricole, on peut faire la prédiction des rendements. Souvent, on a tendance à dire que le riz, exemple, le riz ne va pas suffire à, comment on appelle ça, à la consommation locale. Donc, en faisant des prédictions, on sait au cours de cette année quel est le tonnage qu'on peut avoir. Par exemple, si c'est la culture du mil, du sorgho, du riz, quel est le tonnage qu'on peut avoir? Est-ce que ce tonnage va répondre aux besoins de la population nationale, oui ou non? Si ça ne va pas répondre, donc anticiper. Et dans le domaine sécuritaire, où l'enjeu également qui est là, en utilisant l'IA, on peut faire de la surveillance des frontières. C'est un enjeu. Aujourd'hui, avec l'IA, avec des drones équipés d'intelligence artificielle, on peut également détecter facilement des mouvements anormaux. Un groupement, par exemple, de personnes anormales, un mouvement d'une chaîne de personnes. Donc, on peut le faire facilement avec des drones, en fait, équipés d'une certaine intelligence artificielle. Également, toujours dans le domaine sécuritaire, aujourd'hui, en utilisant l'IA, on peut également identifier des zones de conflit, des zones d'insécurité. Et quand on a ces cartes-là, on donne à des décideurs pour concentrer les forces de l'ordre vers ces zones-là. Ça ne sert à rien de déployer des personnes là où on n'a pas d'insécurité. Absolument. Donc, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine également, par exemple, environnemental, on a un problème sérieux de désertification. Toutes nos rues sont, disons, tout le temps, c'est ensablé, on a le désert qui avance. Quand on fait une rétrospective en fait des années antérieures, on voit bien que le Niger, on dit 3/4, mais actuellement on est en train vraiment d'aller vers même sur les 4/4, parce que tout simplement, il y a souvent des mécanismes qui sont là, par exemple le cas de la ceinture verte, qui est en train d'être construite. Et là, en utilisant l'intelligence artificielle, on peut facilement identifier tout simplement des zones où on ne doit pas, en fait, des zones à protéger, des zones où, c'est-à-dire, mettre en place un système d'alerte. Dès qu'il y a une nouvelle construction au niveau de la ceinture verte, au niveau des espaces verts à protéger, on aura une alerte qui va nous indiquer qu'il y a un mouvement qui se fait anormalement, il faut aller interagir. Et un dernier exemple dans le domaine également de l'élevage. Aujourd'hui aussi, une autre réalité, souvent nos bétails manquent de pâturage. Alors qu'on peut faire des prédictions donc, de pâturage pour savoir où sont les zones où cette année on a une potentialité d'avoir un bon rendement en pâturage et donc d'orienter ces bétails-là vers ces zones-là ou bien identifier de manière rapide les zones où on a des pluies, les zones où on a des forages et diriger ces bétails-là vers ces zones-là. Et ça permet en fait le développement donc, du secteur de pâturage. Maintenant, en disant tout ça, vu l'intérêt que ça apporte, vu le développement économique que ça pourra faire, je vous laisse vous-même répondre à la question qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Parce que c'est une urgence en fait. Une urgence. On ne le fait pas, on va toujours rester dans ces problématiques en fait. Tout à fait. Et tout ce que vous avez dit aujourd'hui, on a des compétences avérées pour mettre tout ça en œuvre. On a déjà des startups comme la société Geomans Africa que je dirige. On a développé par exemple une plateforme web qui permet à n'importe quel agriculteur aujourd'hui au Niger de se connecter et aller délimiter sa parcelle agricole et recueillir toutes les informations sur la santé de la culture, sur le besoin en azote donc des cultures, sur le besoin en irrigation des cultures,
sur les zones infestées par des maladies ou des ravageurs, et également donc sur une petite prédiction donc des rendements que ça peut. Et d'ailleurs, on a, grâce à cette application, l'année passée, on a été lauréat du premier prix de Agri-Innov Challenge. On a également développé une autre application qui permet de permettre aux agriculteurs de pouvoir quantifier en fait le rendement qu'ils peuvent obtenir avant la récolte. D'accord. Bon. Merci beaucoup, merci. Oui, Abdou, on va rapidement, vous réagissez, on va finir rapidement, allez-y, sur ce point précis hein, de la formation et des infrastructures. Voilà. Moi, je ne dirais pas infrastructure et formation au premier abord, mais je dirais d'abord qu'il faut que le Niger sache qu'est-ce qu'il attend de l'IA ou qu'est-ce qu'il veut faire de l'IA. D'accord. Donc, pour répondre à cette question, il faut nécessairement qu'on s'inscrit dans une planification stratégique. Il faut qu'on élabore une stratégie IA en bonne et en due forme, qui va véritablement donner les orientations politiques, les orientations de l'État par rapport donc à cette technologie. Parce que c'est véritablement l'État qui doit décider en rapport avec l'ensemble des parties prenantes pour dire voilà ce que nous voulons que l'IA soit pour le Niger, quelle contribution économique et sociale que nous voulons que cette technologie apporte au Niger. Donc il faut définir ce cas stratégique. Maintenant, une fois que ce cas stratégique est élaboré, tous les autres vont suivre. Mais deuxième aspect, nous avons dit tout à l'heure, c'est que l'IA est une technologie gourmande en ce qui concerne les données. Donc, nécessairement, il faut également une stratégie en matière de gouvernance des données au Niger. Il faut que véritablement, que toute cette administration, tous ces services publics, ou même ces services privés qui interviennent, qui ont des données véritablement, puissent les mettre à la disposition du public. Véritablement, particulièrement les startups qui en ont besoin pour développer leur application. Aujourd'hui, nous avons déjà quand même une base juridique qui est l'ordonnance sur la charte d'accès à l'information et aux documents publics. Je pense qu'il s'agit tout simplement, par exemple, du point de vue juridique, de revoir ce texte pour intégrer la dimension véritablement accès aux données publiques. Donc à ce qu'on appelle l'open data. Véritablement, il faut que nécessairement cette ressource puisse être disponible véritablement pour tous ceux qui veulent vraiment développer donc les systèmes d'intelligence artificielle. Donc voilà, en tout cas, moi, ce que je recommande, c'est véritablement d'élaborer véritablement une stratégie en matière d'IA. Et également, il faut la concevoir véritablement par des experts nationaux. Ou bien il ne faut pas attendre qu'il faut que de l'étranger qu'on nous recrute un expert, ou bien qu'on nous finance. Effectivement, là, on va partager toutes les valeurs de celui qui a financé véritablement cette élaboration donc, de la stratégie. Voilà ce bien entendu, d'accord. On a pratiquement fait le tour de la question. Pour finir, en une phrase, quel sera peut-être votre message en direction de nos concitoyens et des pouvoirs publics sur l'utilisation de l'IA? Rapidement, en une phrase. Si vous avez un message, oui. Je dirais de faire une utilisation véritablement citoyenne de cette technologie. D'accord. Merci. Et vous, docteur, qu'est-ce que vous avez en une phrase? Mon message va s'inscrire dans le même ordre, une utilisation citoyenne et surtout prudente et éthique. Voilà. D'accord. Oui, docteur. Moi, je dirais de faire une utilisation sous forme de levier en fait stratégique de développement en fait de notre pays. Parce que beaucoup de pays se sont développés grâce à l'IA. On peut le faire également. Beaucoup de pays se sont développés grâce à l'IA. Effectivement. D'accord. Et on ne doit pas être en marche. Effectivement. D'accord. Docteur, vraiment merci pour votre contribution si importante à ce débat. Pratiquement tous les aspects vous avez expliqué. Et je pense à travers vos explications aujourd'hui, les uns et les autres vont comprendre c'est quoi l'IA, c'est quoi cette question de cybercriminalité qui dérange beaucoup. Parce que quand souvent les données sont partout et que les gens utilisent à d'autres desseins, ce n'est pas intéressant. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important parlant de la situation sécuritaire. Parce que si aujourd'hui, on doit loger nos informations ailleurs concernant cette question de sécurité qui nous préoccupe beaucoup, je crois que c'est un problème. D'où la nécessité pour l'État de tout faire pour créer ces data centers, vous les appelez techniquement, où on peut loger, où on peut loger nous-mêmes nos informations. Or, on est dans une situation de guerre. Si nos informations sont de l'autre côté, vous savez bien ce que ça peut créer. Donc, vraiment, il faut que l'État fasse vraiment beaucoup d'efforts pour qu'on puisse créer ces data centers et puis sécuriser nos informations ici. Vraiment, merci à tous pour ce premier volet. J'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois sur d'autres thématiques. Et merci aussi aux étudiants qui sont là, qui nous ont suivis. Et j'espère qu'eux qui sont en formation
déjà c'est une formation pour eux hein, par rapport à cette IA et c'est sûr que ça va leur profiter beaucoup. Et merci pour les interventions des uns et des autres hein, pour enrichir cette émission. Merci à tous, on va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Mesdames et messieurs, chers invités, nous voilà encore une fois réunis autour d'une problématique des temps nouveaux, j'ai nouveau, la gouvernance des technologies de l'information et de la communication. Les technologies de l'information et de la communication, comme vous le savez, constituent une réelle opportunité pour booster le développement économique et social des pays, mais elles sont aussi porteuses de risques. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, communément appelées technologies numériques, sont donc porteuses d'espoir et de menaces. Dès lors, il est de la responsabilité des pouvoirs publics dans tous les pays de prendre un certain nombre de mesures législatives, institutionnelles et communicationnelles pour la gouvernance de ces technologies. Le contexte actuel de notre pays, marqué par un abus de l'usage des réseaux sociaux, soit là pour nous interpeller sur la nécessité de mener des activités sur la gouvernance de ces technologies. C'est pourquoi la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel, dans la limite des attributions qui lui sont dévolues, a initié un certain nombre d'activités, dont notamment l'élaboration d'un rapport sur l'impact de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité sur la protection des données à caractère personnel, lequel rapport a été transmis aux plus hautes autorités comme outil d'alerte et d'aide à la prise de décision. La deuxième activité s'est passée la semaine passée. Il s'agissait d'un atelier national de formation de la jeunesse sur l'hygiène numérique. La présente activité qui nous réunit aujourd'hui est une conférence, la première de la série d'ailleurs, dédiée à l'intelligence artificielle et à la cybercriminalité. Pour ce faire, la HAPDP, à côté de ses experts, a fait appel à d'éminents experts nationaux en vue de nous faire des éclairages sur les enjeux et les défis de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir.